Question. C'est quoi une bonne suite? Une bonne suite doit-elle caresser le public dans le sens du poil en lui offrant exactement ce qu'il aimait dans l'opus précédent, ou au contraire l'amener dans des directions auxquelles il n'aurait jamais pensé? Lorsque David Twohy et Vin Diesel se sont attaqués à la suite de Pitch Black, modeste série B d'horreur où un groupe de naufragés fait face à des monstres sur une planète lointaine, ils auraient très bien pu choisir de simplement raconter une nouvelle histoire où le personnage de Riddick se serait mis sur la gueule avec des monstres. Mais ça aurait été un peu facile, non? Du coup, ils ont décidé de faire autre chose. Pas de monstres, mais des sortes de moines guerriers en pleine croisade spatiale. Pas une seule planète, mais tout un univers à explorer. Bref, pas un humble petit film d'horreur, mais le début d'une grande fresque épique à mi-chemin entre la fantasy et la science-fiction. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et aujourd'hui, c'est pas Pitch Black 2, c'est les chroniques de Riddick. C'est parti. Dans l'obscurité, je n'ai qu'un seul allié. Pas mes poings, pas mes lames, pas ma vision nocturne, non. Ce qui me maintient en vie, c'est les délicieuses boissons Oli. Oublie les sodas bourrés de sucre et d'arômes artificiels. Oli, c'est une alternative beaucoup plus saine. Au programme, 4 variantes principales. Les iced teas sans sucre, les boissons énergisantes avec de la caféine cristallisée pour éviter les crashs, la gamme hydration pour rester hydraté en toutes circonstances, et les milkshakes pour se faire plaisir. Et le goût, le goût. Pastèque, pêche, fruits rouges, moi ma préférée, c'est le goût poire de la gamme hydration. Rien de tel après avoir tué un régiment de nécromonger. Ouais, ridicule-tu, qu'est-ce qu'il y a? T'es nouveau chez Oli et tu sais pas quel goût choisir? Panique pas, la solution c'est les packs découvertes. Dedans, il y a tout ce qu'il faut pour tester les gammes et les principales saveurs. Mais attention, Oli, il faut pas en abuser, on consomme avec modération, compris? Alors si tu veux rejoindre ma meute, clique sur le lien en description ou utilise le code CASSAR5. Grâce à lui, t'auras droit à 5 € de remise sur ta première commande. Parfait pour se prendre un pack découverte. Et si t'es déjà un habitué des boissons Oli, le code CASSAR t'offrira 10% de remise sur toutes tes futures commandes. Je te laisse, j'ai des créatures à affronter. La nuit va être longue, il faut que je me prépare un Oli énergie. À bientôt. L'idée d'une suite à Pitch Black a commencé à germer dans la tête de Vin Diesel quelques semaines avant la fin du tournage du film original. L'acteur, qui avait alors décroché son premier gros rôle, se mit à rêver d'une saga dont il serait la tête d'affiche. D'autant que, de son point de vue, Pitch Black avait le potentiel pour développer un vaste univers de science-fiction à travers de nombreux autres films. Mais bien évidemment, la mise en chantier d'une suite allait entièrement dépendre du succès de Pitch Black. Et le succès, il est pas extraordinaire. Avec 53 millions de dollars récoltés au box-office pour un budget de 23 millions, le film rentre dans ses frais, mais sans faire beaucoup de bruit pour autant. C'est un succès honorable, à défaut d'être tonitruant. Est-ce que ça allait suffire à convaincre Universal de remettre une pièce dans la machine? Rien n'était moins sûr. Mais David Twohy a dit YOLO. Parce que de son côté, le co-scénariste et réalisateur de Pitch Black avait d'ores et déjà écrit le traitement d'une suite qu'il alla présenter aux exécutifs d'Universal. Mais ce qu'il avait en tête, ce n'était pas une suite lambda qui se contentait de verser dans le mimétisme. Non, Twohy voulait à tout prix éviter de tomber dans le piège de la facilité. Revenir sur la planète du premier film pour faire face aux mêmes créatures, pourquoi faire? D'un point de vue purement créatif, ça n'avait aucun intérêt pour lui. Ce qu'il voulait faire, c'était conserver le ton et les personnages, mais modifier le reste, quitte à changer complètement de genre. Ce ne serait pas Pitch Black 2. Ce serait autre chose. L'idée, un space opéra à grande échelle avec Riddick comme personnage central. Mais le studio, qui estime que ce traitement est bien trop dense et ambitieux, remercie poliment Twohy en lui montrant la porte. Mais quelques mois plus tard, il se passe un truc de dingue. En octobre 2000, Pitch Black est distribué en VHS et DVD. Et c'est un carton. Le bouche à oreille fonctionne, permettant au film de conquérir un nouveau public et de se constituer une véritable communauté de fans. Ce qui fait bien évidemment réagir Universal, car qui dit communauté de fans dit public acquis pour aller voir la suite. En juin 2001, Fast and Furious, film d'action produit par le studio avec Vin Diesel comme tête d'affiche, sort sur les écrans et obtient un succès spectaculaire, confirmant ainsi l'assise de l'acteur en tant que star de film d'action bankable. Ainsi, entre le succès inespéré de Pitch Black en DVD et le carton de Fast and Furious dans les salles obscures, Universal se dit qu'il est sans doute le moment de faire sortir Riddick de sa grotte. Le 25 septembre 2001, on annonce alors officiellement qu'après des négociations compliquées entre Diesel et le studio, l'acteur reprendra bel et bien son rôle de tueur nyctalope pour un cachet de 11 millions de dollars. Et pour la petite info, si les négociations n'avaient pas abouti avec Universal, Diesel aurait très certainement troqué les lunettes de Riddick contre celles de Daredevil, un rôle qui ira finalement à Ben Affleck. Diesel était ravi à l'idée d'être la tête d'affiche d'une franchise, et il avait bien l'intention de mettre les mains dans le cambouis en coproduisant le film via sa boîte One Race Films, lui assurant ainsi un certain contrôle créatif. Très grand fan de Donjons et Dragons, il voyait cette opportunité comme un moyen de créer son propre univers mythologique, un univers centré autour de Riddick. Prévu pour l'été 2003, en pleine saison des blockbusters, cette suite, nommée Les Chroniques de Riddick, s'impose d'emblée comme l'une des grosses cartouches du studio. À l'écriture, David Hayter, scénariste des 2 premiers X-Men et doubleur officiel de Solid Snake dans les jeux Metal Gear. Et le script de Hayter était exactement à l'opposé total des idées de Twohy. En gros, le scénariste avait coché toutes les cases de Pitch Black 2 basique, avec un retour sur la planète du premier film où Riddick était forcé de guider un groupe de mercenaires pour récupérer un dispositif d'importance dans l'épave du Hunter Gratzner. Sauf que forcément, les créatures finissaient par s'en mêler. Et parmi le groupe de mercenaires, une certaine Kira
avec un I qui n'était autre que Jack devenu adulte et qui voulait se venger de Riddick pour l'avoir abandonné des années plus tôt. Bref, en gros, c'était une sorte d'aliens. On retourne affronter les créatures du premier film, mais cette fois-ci avec plus d'armes. Personne n'étant véritablement emballé par le scénario de Hater, Akiva Goldsman est appelé à la rescousse pour le réécrire. Le scénariste de Batman et Robin s'applique alors à modifier la trame en conservant la base du script de Hater. Il s'agira donc à nouveau d'une quête à l'artefact pour Riddick, mais pas sur la planète du premier film. Non, cette planète, c'est son chez lui désormais. Jusqu'à ce que deux mercenaires parmi lesquels Kira avec un Y viennent le chercher pour qu'il les aide à effectuer une dangereuse mission sur une planète forêt où ils devront faire face à des sortes de tigres végétaux pas commodes. Ma foi... Mais c'est toujours pas ça. Ainsi, alors que Le Seigneur des Anneaux est devenu le phénomène cinématographique de ce début de siècle, chez Universal, on repense à ce fameux traitement proposé par David Twohy 2 ans plus tôt. Un traitement qui avait pour ambition d'offrir un véritable spectacle épique. Est-ce que ce serait pas exactement ce que le public du moment avait envie de voir ? Entre Le Seigneur des Anneaux et la prélogie Star Wars, on pouvait percevoir chez le public une envie évidente de se plonger dans des univers vastes ayant leur propre mythologie. Et si, contre toute attente, c'était bel et bien ça la direction à prendre pour la suite des aventures de Riddick ? Dansé et ambitieux, c'était trop au moment de la sortie de Pitch Black. Mais désormais, c'était l'objectif. Le studio décide donc de rappeler Twohy et lui offre la possibilité d'écrire et mettre en scène la suite de Pitch Black en se basant sur son fameux traitement original. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'on l'a vu, Diesel, il veut sa franchise. Il travaille donc avec Twohy à l'élaboration de toute une trilogie, dont Pitch Black ne serait en réalité que le prologue, un peu comme ce que fut le Hobbit pour Le Seigneur des Anneaux ou Mad Max 1 pour Mad Max 2. Cette saga, Twohy la présente à Universal comme la jumelle maléfique de Star Wars, dont le personnage principal serait en quelque sorte l'anti-héros ultime. Dans chaque opus, Riddick explorait de nouveaux univers dans lesquels il ferait face à de terribles adversaires. Il s'agit donc d'élaborer non pas une simple histoire, mais tout un univers avec ses propres codes, religions, culture et races. Les ambitions sont énormes et on délaissera donc l'horreur pour plus d'action et d'aventures à grande échelle. Le 5 juin 2002, il est donc annoncé officiellement que Twohy sera à la barre de Riddick, et non plus les chroniques de Riddick, mais ça redeviendra les chroniques de Riddick assez rapidement, donc je vais continuer de l'appeler comme ça, ainsi que de deux autres films. Mais il va sans dire que la mise en chantier des deux autres opus dépendra de la réception du premier. Une fois l'univers défini, qui voit se côtoyer science-fiction et fantasy, la rédaction à proprement parler peut débuter pour Twohy. Il y sera question pour Riddick de faire face à une race de guerriers appelés les Necromongers, alors en pleine croisade à travers l'espace pour soumettre toute planète à leur religion. Mais au-delà de cet affrontement, le film permettra également d'en apprendre plus sur les mystérieuses origines de Riddick, qui s'avère en réalité être bien plus qu'un simple criminel asocial. Une fois le scénario prêt, Twohy s'attaque à la conception visuelle. Avant toute chose, le réalisateur s'entoure d'artistes conceptuels pour définir les grandes lignes de cet univers, les décors et les looks des différents personnages. À la direction artistique, Kevin Ishioka, qu'on a mentionné en début d'année dans ma vidéo sur Oblivion. Et contrairement à Pitch Black dans lequel le réalisateur voulait la direction artistique la plus épurée possible, ici ce sera l'exact contraire. Tout devra baigner dans le fantastique. Les artistes devront ainsi faire en sorte de bannir le moindre élément qui pourrait sembler trop ordinaire. L'objectif pour Twohy étant d'offrir du jamais vu aux spectateurs. Étant donné leur importance au sein du récit, les Necromongers demanderont un soin tout particulier. Il faut ainsi non seulement établir leur look, mais aussi l'architecture de leur environnement. Dans un premier temps, on propose à Twohy un style gothique, mais le réalisateur trouvant cette approche trop évidente, il demande aux artistes de se creuser la tête en cherchant quelque chose de plus original. Ainsi, ils partiront sur un style baroque, tout en courbe, assez inhabituel dans ce type de production et qui semblait parfaitement correspondre à cette culture. Pour ce qui est de leurs armes, ils partiront sur un mélange entre futurisme et archaïsme, où les fusils gravitationnels côtoieront haches, lances et poignards. Bref, beaucoup de boulot, que ce soit du côté des décors, des costumes ou des accessoires. Contrairement à Pitch Black qui avait été en partie tourné dans les décors naturels de Cooper Pedy, cette suite nécessitait une toute autre approche. Un univers construit de toutes pièces qui ne pouvait donc voir le jour qu'en studio. En janvier 2003, l'équipe artistique investit donc 6 plateaux des Mammoth Studios de Vancouver, totalisant plus de 29 000 m², soit presque autant que l'ensemble des plateaux d'Universal Studios. Là, elle entame la conception des vastes décors sous la houlette du chef décorateur Holger Gross. Un sacré challenge, notamment pour donner forme au fameux style nécro-baroque. En mars, la production avait déjà battu un record, celui de l'achat de bois le plus important jamais réalisé à Vancouver pour un film. Ce fut le premier d'une très longue liste, car les chroniques de Riddick allaient tout simplement battre tous les records précédemment détenus par les productions tournées à Vancouver. En tout, la construction aura nécessité 3500 m³ de bois, 15 000 litres de peinture, 275 charpentiers, 75 peintres et 85 sculpteurs et mouleurs. Ça fait du monde. Et pour peupler ces décors, il en faut aussi du monde. Des acteurs donc, et des bons si possible. Diesel a une idée très précise concernant le personnage d'Ereon. Ereon, c'est une élémentalienne, une sorte de personnage mystique inspiré des élémentaires de Donjons et Dragons, et qui maîtrise l'air comme son nom le sous-entend avec subtilité. Si Twohy l'imaginait à l'origine comme un personnage masculin, Diesel avait un seul nom en tête pour l'incarner. Judi Dench, actrice britannique classique qu'il admire énormément.
Sa seule présence au sein du casting apporterait ainsi un certain cachet à l'ensemble, démontrant l'ambition d'une production qui cherchait à être bien plus qu'un simple film d'action batté méchant. Mais il faut déjà la convaincre, la Judi Dench. Et pour y parvenir, Diesel ne fait pas les choses à moitié. Il commence par lui envoyer un énorme bouquet de fleurs à New York, puis un autre à Londres où elle est en représentation. Et le bouquet est tellement faramineux que le livreur a du mal à le monter jusqu'à sa loge. Ouais, Diesel il aime bien les gros bouquets. Et Dench aussi apparemment, parce que ça lui plaît bien de se faire courtiser comme ça. L'étape suivante, c'est une rencontre avec Thuy qui lui présente l'histoire, l'univers et une illustration conceptuelle de son personnage. Illustration que l'actrice trouve magnifique et qui achève de la convaincre de rejoindre le projet pour le plus grand bonheur de Diesel. Et il était plus que probable que la seule présence de Judi Dench au casting suffise à attiser l'intérêt d'autres acteurs. Ce fut notamment le cas de Colm Feore, autre acteur de théâtre qui incarnerait quant à lui le haut commandeur des Necromongers. Autre personnage d'importance, Vako, commandant Necromonger qui complote avec sa femme pour devenir le nouveau haut commandeur. Parmi les interprètes possibles, Linus Roach, acteur britannico-américain qui sera plus tard à l'affiche de Batman Begins dans le rôle de Papa Wayne. Mais il ne faut pas plus qu'un bref échange avec lui pour que le réalisateur se rende compte que non, l'acteur n'est pas fait pour Vako. Mais il pourrait bien être le purificateur. Ainsi, Roach incarnera ce personnage ambivalent du clan Necromonger. Ouais, enfin c'est bien sympa tout ça, mais du coup, qui c'est qui va jouer Vako? La réponse viendra de Nouvelle-Zélande, où un jeune Karl Urban tout droit sorti du Seigneur des Anneaux et particulièrement fan de Pitch Black entend parler de la mise en chantier de cette suite. Dès lors, l'acteur fera tout pour mettre la main sur le script et s'investira corps et âme pour convaincre le réalisateur que Vako était pour lui, allant jusqu'à se raser les cheveux sur les côtés pour se faire son propre style Necromonger. Impressionné par tant d'investissement, Thuy lui offre le rôle. Quant à sa femme, elle sera incarnée par Thandie Newton. Mais dans les chroniques de Reddick, il n'y a pas que des nouveaux personnages, on retrouve aussi les survivants de Pitch Black. Keith David fait ainsi son retour dans le rôle d'imam. Concernant Jack par contre, c'est plus compliqué. Si le personnage fait bel et bien son retour, cette fois-ci sous le nom de Kira, et que Rhianna Griffith est partante pour reprendre son rôle, le studio est plus réticent quant à son retour. La raison, le personnage est très différent de celui du premier volet. Plus dur, plus athlétique, plus sauvage, le studio doute que Griffith ait les épaules pour incarner cette nouvelle version de Jack, et ce malgré le soutien indéfectible de Diesel. Mais l'actrice n'abandonne pas pour autant et commence à s'entraîner physiquement pour se préparer à passer des essais vidéo. Et alors qu'elle est en plein milieu de cette phase d'entraînement, le studio jette son dévolu sur l'actrice Alexa Davalos. Pas cool du tout. Mais le choix a été fait. Un choix qui engendra cependant une grosse vague de mécontentement parmi les fans de Pitch Black. Davalos serait donc le nouveau visage du personnage, étant parvenu à convaincre Thuy et le studio grâce à un mélange subtil entre une dureté apparente et une humanité enfouie mais bien présente. Une nuance bienvenue qui lui permet ainsi de se démarquer des nombreuses autres actrices auditionnées qui s'étaient contentées de jouer les durs. De son côté, Diesel laisse Thuy superviser la phase de casting jusqu'à ce qu'il ait sélectionné les meilleurs. Après quoi, l'acteur intervient pour lire avec eux, lui permettant ainsi d'évaluer leur performance en direct et pas sur des enregistrements vidéo. Et une fois l'équipe au complet, le tournage peut démarrer à Vancouver le 11 juin 2003. C'est donc avec un budget de 105 millions de dollars, soit près de 5 fois celui de l'opus précédent, que les chroniques de Reddick entament son intense tournage de 130 jours sous l'OLED de David Thuy. Et qui dit gros budget et grosse ambition dit gros décor. Bon, à l'heure actuelle on dirait plutôt fond vert, mais à l'époque on faisait des gros décors. Et bordel on faisait ça bien. Parmi les environnements vedettes, il y a la basilique Necromonger, immense décor bâti sur 2 niveaux, atteignant les 14 mètres de haut pour 73 de long et 30 de large. Une surface énorme offrant au réalisateur une grande magnitude pour placer sa caméra où il le souhaite. Mais il y avait un autre décor encore plus vaste. Crématoria. Crématoria, c'est une planète prison qui baigne dans des conditions atmosphériques extrêmes, alternant entre 700 degrés le jour et moins 300 degrés la nuit. La planète nécessitera ainsi 2 décors principaux. La prison elle-même, bâtie sous terre, pour laquelle Holger Gross s'est inspiré des goulag russes, et la surface extérieure composée de roches volcaniques, bâtie sur un plateau de 60 mètres de large pour 80 de long. Une production à grande échelle donc, et dont les décors auront permis de rendre concret cet univers fantastique, et ainsi d'immerger au mieux le casting en son sein. Un casting qui fut constamment impressionné, non seulement par les décors, mais aussi par les nombreux accessoires, plusieurs centaines d'armes au total, et les costumes conçus par Alan Mirojnick et Jim Tyson. Les robes de Dame Vako et les armures des Necromongers, inspirées d'armures de la Renaissance, auront notamment nécessité un important travail de conception. Ces dernières, censées peser 34 kg, furent cependant réduites à 12 kg pour fournir plus d'aisance aux cascadeurs. L'aisance, c'était cependant ce qui manquait à Colm Feore dans le rôle du haut commandeur, engoncé dans une armure superbe mais douloureuse car composée de métal et de titane, et dont les gants étaient extrêmement rigides. 2 mois de conception rien que pour les gants d'ailleurs. Concernant les cascades, elles ne manquent pas, occupant le coordinateur Robert Brown de nombreux mois en amont du tournage pour concevoir les scènes de combat. Il s'agissait du projet le plus complexe sur lequel il ait jamais travaillé, ayant la charge de nombreuses séquences spectaculaires, et notamment une bataille impliquant 300 figurants, pour laquelle il s'adjoint les services de 2 consultants militaires. Et si des cascadeurs sont bien évidemment présents pour doubler les acteurs, plusieurs d'entre eux tiennent à s'y frotter eux-mêmes. Parmi eux, Vin Diesel, Karl Urban et Alexa Davalos. Diesel ira même plus loin en travaillant main dans la main avec le département cascade pour façonner le style de combat de Reddick, qu'il voulait sauvage, viscéral et ancré dans le réel, loin de toute voltige inutile. Il jeta ainsi son dévolu sur le Kali, un style de combat ambidextre originaire d'Espagne. En excellentes conditions physiques,
Diesel s'entraîna ainsi régulièrement pendant les 2 mois précédant le tournage avec un combattant UFC. Côté effets spéciaux, il y a également du boulot, et il faut notamment mettre en boîte le crash d'un vaisseau Necromonger en pleine rue. Et qui dit crash de vaisseau dit naturellement Hunter Grassner. Les spécialistes en miniatures de Pitch Black font ainsi leur grand retour sur cette suite, cette fois-ci sous leur nouveau nom de New Deal Studios. Ian Hunter supervisera ainsi la conception des miniatures nécessaires et le tournage du crash lui-même. Incrusté sur le vaisseau, la sculpture d'un chevalier Necromonger. Et lorsque Hunter demande à Toohey à quoi ce personnage devrait ressembler, Toohey répond le plus naturellement du monde, à moi. Ainsi, le réalisateur aura droit à un caméo express dans son film. Parmi les records battus par le tournage des Chroniques de Riddick, on en a un qui est pas hyper écolo mais assez impressionnant. La consommation d'électricité. En effet, le film aura utilisé l'équivalent de 110 générateurs pour alimenter l'éclairage des décors, sans compter les 2500 douilles d'ampoule rien que pour le décor de la basilique et les 640 km de câbles électriques pour la totalité du tournage. Et si un tournage standard nécessitait généralement une dizaine de techniciens sur le plateau, pour les Chroniques de Riddick, il en aura fallu 42 pour la journée la plus chargée. Alors pour que vous vous rendiez compte à quel point ces chiffres sont dingues, un jour, un employé de la compagnie d'électricité a dit à Toohey qu'en termes de consommation électrique, le plateau des Chroniques de Riddick était la 6e plus grande ville du Canada. C'est beaucoup. Le 10 octobre 2003, après 5 mois de prise de vue, le tournage s'achève et Toohey entame une post-production bien plus complexe que celle de Pitch Black. Forcément, les 2 projets avaient pas la même ampleur et le deuxième avait beaucoup plus de plans à effet visuel. Parmi les studios impliqués, on retrouve Double Negative, mais d'autres font leur entrée dans l'équation pour se partager la tâche, parmi lesquels Rhythm & News, Hammerhead Productions, Cobalt FX et ILM. Les équipes travailleront ainsi sous la supervision de Peter Chung qui fait lui aussi son grand retour après Pitch Black. Sur la to-do list, pas mal de trucs, et notamment des extensions de décors, parce que même si Toohey a mis un point d'honneur à en bâtir le plus possible en studio, il y avait forcément certaines limites. Sur Crematoria par exemple, il fallait recréer l'horizon et le mur de flammes qui parcourt la planète, un élément complexe à concevoir et qui demanda ainsi beaucoup de travail aux équipes impliquées. L'élément alien incarné par Judi Dench, demandera également une attention particulière, cette dernière étant affectée par le vent, qui a pour effet de la rendre en partie transparente. Et la technologie disponible ne répondant pas à leurs besoins, l'équipe devra donc développer un tout nouveau système pour obtenir le résultat voulu. Parmi les plans les plus complexes, celui où Riddick est traqué par un chien pas spécialement commode dans la prison de Crematoria, et où ce dernier passe la tête à travers une cascade. Un travail particulièrement minutieux fut donc nécessaire pour s'assurer que le rendu de l'eau sur sa peau soit réaliste. Côté montage, Toohey fait cette fois-ci équipe avec Tracy Adams, Martin Hunter et Dennis Buckler. Et comme sur Pitch Black, cette phase va s'avérer un poil compliquée. Pour commencer, Toohey n'est pas satisfait de la scène qui introduit Riddick au début du film sur une planète enneigée. Tournée à la va-vite à cause d'un planning serré et d'un budget qui commençait à dépasser les limites, cette introduction fut très loin du niveau de qualité souhaité par le réalisateur. Pour cause, il devrait s'agir de la première séquence d'action du film, celle qui happe les spectateurs pour les plonger dans un spectacle de 2 heures. Mais dans les faits, ce qu'on obtient, c'est juste Riddick poursuivi dans la neige par 3 mercenaires à pied. Bien trop lent pour lancer le film comme il se doit. Toohey demande donc à Universal la possibilité de retourner cette scène pour lui apporter ce côté grandiose tant recherché, et le studio lui donne 3 jours pour le faire. Mais il ne s'agira pas de la seule scène à être retournée. En mars 2004, l'équipe part pour une session de tournage additionnelle, comprenant notamment une séquence avec Linus Roach. Ce qui ne l'arrange pas du tout. Parce que l'acteur est alors sur le point de démarrer le tournage de Batman Begins, raison pour laquelle il s'est laissé pousser les cheveux depuis des mois. Hors de question qu'il se fasse à nouveau une coupe à ras. Mais en vrai, on lui laisse pas le choix. C'est comme ça et puis c'est tout. Il doit donc à nouveau se couper les cheveux et se les faire teindre en blond platine pour tourner ses scènes. Et lorsqu'il débarque sur le plateau de Batman Begins pour tourner ses scènes de Thomas Wayne, Nolan panique. Ce n'est pas du tout le style qu'il imaginait pour le personnage. Mais ils feront avec. Thomas Wayne aura simplement les cheveux bien plus courts que prévu. Les nouvelles scènes en boîte, Toohey reprend le montage et se lance dans un bras de fer avec Universal. Car le studio veut faire le maximum pour s'assurer que sa grosse prod de l'été cartonne. Et ça implique d'être aussi intrusif que possible dans le processus. Pour commencer, le film ne doit pas dépasser les 2 heures. Ensuite, il devra obtenir un classement PG-13. Le R le privera en effet d'une partie non négligeable du public, ce qui n'est pas envisageable. 2 requêtes qui ne ravissent pas Toohey, mais il se met cependant au travail pour satisfaire le studio. Le réalisateur s'emploie donc à faire remonter beaucoup de séquences pour en adoucir la violence, mais il devra s'y reprendre plusieurs fois, la MPAA ayant classé le film R à 6 reprises avant qu'une version PG-13 ne finisse par être validée. Restait maintenant à s'assurer que le film ne dépasse pas les 2 heures. Et là encore, ça va être compliqué. Comme on l'a vu, Toohey et Diesel ont bâti un univers à la mythologie très dense. Il fallait donc prendre le temps d'en expliquer les règles, raison pour laquelle la durée du film est plutôt aux alentours des 2h15. Le réalisateur devra donc couper 15 minutes pour s'assurer que le film soit le plus rythmé possible et donc dans le moule des blockbusters estivaux. Des coupures qui sont loin de le satisfaire, notamment en ce qui concerne le personnage de She-Ra incarné par Christine Lehman, dont les 3 scènes seront totalement supprimées du film. She-Ra, c'est un personnage mystérieux que Riddick aperçoit dans des visions et qui lui permet d'acquérir certaines capacités. Un personnage d'importance donc, mais qui doit être sacrifié. Le studio craint en effet que ces scènes ne cassent le rythme en noyant le public dans un surplus d'informations et qu'elles aillent trop loin dans le mysticisme, risquant ainsi de perdre les fans de Pitch Black en route. Bref, ces scènes ont beau être capitales dans le développement du personnage de Riddick, ça dégage. Et Toohey doit donc annoncer à l'actrice Christine Lehman que toutes ces scènes ont été supprimées.
Pas franchement satisfait du montage cinéma, le réalisateur profitera de la sortie DVD pour livrer sa propre version, histoire que ces scènes ne tombent pas dans l'oubli. Côté musique, Graham Rebel fait son retour sur la saga, et cette fois-ci, il dispose bien évidemment de beaucoup plus de moyens que sur Pitch Black. Cette fois, il aura droit à un orchestre, pas besoin de payer lui-même l'enregistrement des corps d'harmonie. Et puis le mois de juin 2004 arrive, marquant les retrouvailles du public avec le personnage de Riddick. Et de sacrées retrouvailles en perspective, puisque les Chroniques de Riddick n'est que l'une des 3 œuvres proposées par Universal pour se replonger dans cet univers. Au programme, Dark Fury, moyen métrage animé de 35 minutes réalisé par Peter Chung, et le jeu vidéo Escape from Butcher Bay développé par Starbreeze Studios et attendu sur Xbox et PC. Dark Fury fait le lien entre Pitch Black et les Chroniques de Riddick, démarrant directement après le premier volet et permettant de retrouver Riddick, Imam et Jack, à nouveau doublés par Rhianna Griffith, aux prises avec des mercenaires. Et la production ayant eu lieu alors que Toei supervisait la post-production des Chroniques, il n'eut qu'une légère implication sur le projet. Mais le scénario fut cependant basé sur une histoire qu'il avait lui-même rédigée. Pour ce qui est du reste, il laissa les rênes au réalisateur Peter Chung. Concernant Escape from Butcher Bay, l'histoire est assez surprenante. Sortir un jeu pour accompagner la sortie d'un film, c'est une chose assez commune dans l'industrie. Mais en général, on s'y prend bien en amont. Ou alors ça donne des jeux de merde faits à la va-vite. Mais dans le cas présent, Universal n'avait pas suffisamment anticipé les choses pour son jeu estampillé Riddick. Et la solution vint du studio suédois Starbreeze, qui était en plein développement d'un jeu basé sur un détenu s'évadant de prison. Universal approcha donc le studio avec une idée simple, reprendre leurs mécaniques de jeu et les transposer dans l'univers de Riddick. Résultat, un gain de temps énorme qui permit au jeu de sortir dans les délais en juin 2004. Et d'être extrêmement apprécié par les gamers, fans de Riddick ou pas. Bref, comme on a pu le voir, Universal avait mis les petits plats dans les grands. Riddick allait devenir sa grosse franchise de science-fiction, qui finirait pourquoi pas par rivaliser avec Star Wars. Si les 2 premiers week-ends d'exploitation portaient leurs fruits, non seulement les 2 films suivants obtiendraient le feu vert, mais aussi une série télé sur Kira intitulée Kira The Lost Years, pensée pour raconter la métamorphose de Jack en Kira dans les années séparant Pitch Black des Chroniques. Une série que Toei comptait superviser en rédigeant l'histoire, et pourquoi pas en signer le pilote de 2 heures. Bref, beaucoup d'ambition encore une fois, avec pas mal de plans sur la comète. Et comme vous vous en doutez, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le 11 juin 2004, les Chroniques de Riddick débarquent dans les salles américaines et ne parvient pas à dominer le box-office, étant relégué à la seconde place face à Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, pourtant à l'affiche depuis une semaine. Il ne récoltera ainsi que 24,3 millions de dollars lors de ce premier week-end d'exploitation, avant de dégringoler à la 6e place avec seulement 9 millions de dollars récoltés le 2e week-end. Et ce ne sont pas les critiques désastreuses qui allaient arranger les choses. Résultat des courses, 57 millions de dollars sur le territoire américain et quasiment la même chose à l'international, pour un total de 115 millions de dollars récoltés. Et une fois la part des exploitants de salles reversée, Universal ne toucha en tout que 63 millions de dollars. Un désastre. Et c'est ainsi que les ambitieux plans de trilogie de Diesel et Toei furent mis au placard. Alors, 21 ans plus tard, bordel, ça vaut quoi les Chroniques de Riddick? Les Chroniques de Riddick démarrent 5 ans après Pitch Black, alors que Riddick apprend avec surprise qu'Imam a mis une prime sur sa tête. Et ça, entre copains, ça ne se fait pas. Mais il s'avère qu'Imam avait une bonne raison de faire ça. S'il veut retrouver Riddick, c'est parce qu'il pense qu'il pourrait bien sauver sa planète d'une terrible menace, les Necromongers. Une armée qui s'apprête justement à envahir la planète d'Imam pour éliminer toute résistance et rallier les survivants à sa cause. Et si dans un premier temps Riddick ne veut rien avoir à faire avec tout ça, c'est qu'il est soupolé le Riddick. Il finira par changer son fusil d'épaule lorsqu'il apprendra que son passé est profondément lié aux Necromongers. Autrement dit, cette histoire, pour lui, c'est personnel. Les Chroniques de Riddick, en voilà un film intéressant. On l'a vu, à sa sortie, le public l'a boudé et la critique aussi. Ce qui était compréhensible, mais absolument pas mérité. Voyons pourquoi. À mon humble avis, Les Chroniques de Riddick fait partie de ces rares films qui se bonifient avec le temps. En le revoyant pour faire cette vidéo, j'ai très souvent été impressionné par son audace. Une audace particulièrement remarquable, puisque celle d'une production qui a très clairement fait le choix de ne jamais tomber dans la facilité. Ah c'est sûr, ça aurait été plus simple de faire une suite bateau, hein, mais David Toei, il est pas là pour ça. Il est d'ailleurs assez intéressant de constater que Toei a abordé les Chroniques de la même manière qu'il a abordé Pitch Black, en évitant les lieux communs, en faisant tout pour surprendre son public. Sur le premier volet, c'était son mantra, faire en sorte que le public ne soit jamais en terrain connu. Et sur cette suite, le mantra a été conservé. Résultat, Toei nous a offert une suite qui n'a pas seulement cherché à s'émanciper du moule original, mais qu'il a même carrément défoncé à coups de pioche. C'est vrai, qui aurait pu prédire que la suite de Pitch Black serait un film de fantasy spatiale épique? Baissez vos mains les menteurs. L'intention est hyper noble, car elle démontre bien que Toei respecte son public. Pitch Black existe, et vous l'avez en DVD. Alors pourquoi vous faire payer une place de cinéma pour un simple copier-coller? Ça n'aurait aucun intérêt, ni pour le public, ni pour lui en tant que réalisateur. Où serait l'épanouissement? Dans l'autocitation, Les Chroniques de Riddick, c'est donc en quelque sorte l'anti-Pitch Black. Et ça fonctionne en grande partie. L'échelle globale du film est franchement impressionnante. Là où Pitch Black nous racontait une histoire très resserrée, ici les enjeux deviennent cosmiques. Il fallait donc que la mise en image soit à la hauteur des ambitions du scénario. Et autant vous dire qu'à ce niveau-là, c'est 10 sur 10. Bordel, que c'est bluffant. Le film est une véritable pépite de direction artistique. On passe l'intégralité des 2h15 à en prendre plein les yeux. 2h15 parce que je vous parle de la version Director's Cut, clairement celle qu'il faut privilégier. On en prend plein les yeux donc parce qu'Universal n'a pas lésiné sur les moyens. À l'époque, c'était quand même l'un des films les plus chers jamais produits par le studio. La plus grande qualité du film, ses décors somptueux. Que ce soit la basilique Necromonger, la prison de Crématoria ou
la surface de cette même planète, plus de 20 ans plus tard, c'est juste grandiose. Je dirais même que c'est d'autant plus impressionnant à l'heure actuelle, où les grosses productions ont tendance à se reposer sur les fonds verts et les écrans LED plutôt que sur de vrais décors en dur. Dans les chroniques, l'univers paraît palpable. Toei aborde ainsi sa mise en scène en toute liberté, posant ses caméras où il le souhaite sans les contraintes liées aux effets visuels. En découle un style visuel naturel et nerveux qui renforce grandement l'immersion. Vaste décor en dur, maquettes, cascade face caméra, les chroniques de Riddick nous rappellent donc le temps béni où les blockbusters piochaient le meilleur dans chaque technique disponible sans chercher à se reposer forcément sur les effets visuels. Nostalgie. Si quelques plans à effets visuels ont forcément un peu vieilli, le film reste globalement un véritable plaisir pour les yeux. Pour ce qui est du grand spectacle, la mission est donc accomplie haut la main, la dimension épique étant restituée avec maestria. Mais le morceau de bravoure du film, c'est la course sur Crematoria. Oh là là, mais que c'est bien! Et c'est bien pour plusieurs raisons. Les décors évidemment, mais aussi cette BO incroyable signée Graham Revel et un montage absolument parfait où on alterne intelligemment entre les prisonniers à la surface et les gardes sous terre, chaque groupe essayant d'atteindre le vaisseau avant l'autre pour quitter la planète au plus vite. Des enjeux simples mais démultipliés par cette idée géniale d'un soleil fatal qui se lève, poursuivant les prisonniers sans relâche. C'est excellent. Plus de retour en arrière possible, seule une course effrénée vers l'avant en espérant arriver les premiers. Et c'est d'autant plus intéressant que cette séquence prend le contre-pied de l'enjeu principal de Pitch Black, où c'est l'obscurité de la nuit qui s'avérait mortelle. Autre séquence réussie, l'invasion des Necromongers au début du film, la poursuite de Riddick dans la neige, le combat dans la prison, le combat entre Riddick et les Necromongers sur Crematoria, bref, de l'action et du spectacle, il y en a en veux-tu en voilà. Pour ce qui est des Necromongers, on pourra encore une fois saluer la direction artistique, qui en a fait des antagonistes véritablement marquants. Leur style nécro-baroque étant une réussite graphique incontestable en plus d'être original. C'est donc un space opéra au rythme endiablé que nous offre Toei, prenant place dans un univers riche et remarquablement mis en image. Pour ce qui est du casting, c'est globalement très bon. Vin Diesel est toujours excellent dans son rôle de Riddick, et les seconds rôles ne déméritent pas. Oui, parce qu'autant dans Pitch Black on a un trio de personnages principaux, ici on a Riddick et les autres. De Judi Dench à Karl Urban en passant par l'excellent Linus Roach, le casting est impeccable et s'en sort avec les honneurs malgré des répliques parfois un peu chargées. Mais on en arrive justement à ce qui pose problème dans ce film. Comme je le disais un peu plus tôt, les chroniques de Riddick, c'est l'anti-Pitch Black. Et j'ai beau saluer l'audace, d'un autre côté, je peux pas m'empêcher de me demander si c'était pas un peu trop casse-gueule. L'ambition était gigantesque, on parlait de la naissance d'une grande saga transmédia sur laquelle Universal avait donc énormément misé. Le risque était donc de perdre ce qui avait fait le sel de Pitch Black, sa simplicité. Bien sûr, Riddick y était pour beaucoup dans le succès du film auprès des fans, mais il n'était pas le seul facteur, sinon cette suite aurait cartonné. Pitch Black était un film de monstre malin et hyper efficace, de la SF réaliste dans la veine d'Alien qui a énormément plu aux amateurs du genre. Prendre la décision de partir dans une autre direction pour la suite, c'était à la fois malin, mais aussi dangereux, parce que Toei prenait ainsi le risque de se couper de son public soi-disant acquis. Et c'est ce qui s'est produit. Le premier film se déroulait dans un monde certes futuriste, mais pas si éloigné du nôtre, avec une galerie de personnages qui ressemblaient beaucoup à des gens lambda. Mais là, on est dans un space opéra à la Star Wars. On se trouve donc face à un film très théâtral qui semble en totale opposition avec le réalisme brut qui caractérisait Pitch Black. L'anti-héros Riddick devient ainsi une sorte d'élu de la prophétie, ce qui semble déjà à des années-lumière du premier film, il tape la causette avec une sage qui maîtrise l'air et qui peut se rendre invisible, il a des visions... Tiens d'ailleurs, petite parenthèse, parlons des scènes avec She-Ra. Si Toei tenait beaucoup à ces scènes, tant elles s'avèrent capitales dans le développement de Riddick, je peux tout à fait comprendre la volonté d'Universal de les couper. Déjà, il y a un problème de structure. Le personnage apparaît beaucoup trop rapidement. On en est à 10 minutes de film, on est à peine en train d'apprivoiser cet univers dense et de digérer des infos sur les Necromongers qu'une meuf chelou débarque de nulle part pour parler à Riddick de façon cryptique d'un génocide sur sa planète natale. C'est peut-être un peu trop d'un coup. Et j'y vois aussi la seule vraie faute de goût du film en termes de direction artistique. Ça fait très kitsch. Surtout son costume, qui semble tout droit sorti d'une série télé SF fantasy des années 90. Selon moi, ces scènes de vision auraient bien mieux fonctionné si elles n'avaient pas montré le personnage, ou de façon plus succincte. Autre élément qui a provoqué une véritable rupture avec Pitch Black, les Necromongers. Entre leurs intrigues shakespeariennes, leurs complots, leurs costumes et même leur façon de s'exprimer, les Necromongers, aussi réussis soient-ils d'un pur point de vue conceptuel, peuvent sembler complètement hors de propos pour le public fan de Pitch Black. Vous imaginez le groupe de Pitch Black face aux Necromongers? Ça fonctionnerait absolument pas. Et c'est ça le problème. Les chroniques de Riddick a beau être un film ambitieux, il semble se dérouler dans un univers complètement différent du film qu'il est censé suivre. Et cette différence est même explicitée par le personnage de Kira, anciennement Jack, qui est bien présente mais n'a strictement plus rien à voir avec le personnage du film précédent. Comme si Toei n'assumait pas réellement de faire une suite, et se retrouvait donc le cul entre deux chaises, en voulant faire table rase du passé, mais pas trop non plus. Le personnage est également symptomatique d'un des principaux problèmes du film, qui a probablement une grande part de responsabilité dans sa réception très froide par le public. Parce qu'en changeant à ce point de personnalité, le personnage y a énormément perdu en humanité. Le fait est qu'elle a pris Riddick pour modèle, ce qui était déjà le cas dans Pitch Black. L'arc du personnage est donc tout à fait cohérent
différent à ce niveau-là. Mais le problème, c'est qu'il est désormais difficile de s'attacher ou de s'identifier à elle, parce qu'il résulte de cette évolution un personnage simplement badass, comme pour les 3/4 des personnages du film. Il manque ainsi aux Chroniques de Riddick cette dimension humaine qui fonctionnait si bien dans Pitch Black. Et il est évident qu'une rupture de ton aussi extrême ne pouvait être sans conséquence. Ainsi, les fans du premier film se sont retrouvés lésés, n'ayant pas retrouvé les frissons qu'ils avaient tant aimés dans l'original. Quant au grand public fan de science-fiction et fantasy à grande échelle, il était très certainement passé à côté de Pitch Black et n'avait donc pas vraiment de raison d'aller voir cette suite. Ainsi, en cherchant à séduire deux publics différents, les Chroniques de Riddick a fini par payer le prix de son ambition, n'étant parvenu à séduire aucun des deux publics visés. Mais tout comme Pitch Black, avec les années, il a fini par devenir un film culte. Et s'il a bien évidemment son lot de défauts, ça reste un film extrêmement plaisant à regarder. Est-ce qu'on peut reprocher à un film d'être trop audacieux, trop ambitieux? En prenant le parti de déjouer les attentes de son public plutôt que de les satisfaire, Toei a fait des Chroniques de Riddick une suite unique en son genre. C'est un film qui ne réussit pas tout ce qu'il entreprend, certes, et qui se prend parfois un peu trop au sérieux, mais dont les quelques défauts sont vite rattrapés par sa générosité et son incroyable direction artistique. Clairement un film à voir si vous aimez l'action, la SF et les univers de fantasy. Personnellement, j'aurais aimé que le film cartonne. J'aurais été très curieux de voir les suites que Toei et Diesel avaient en tête. D'autant que la fin est particulièrement intéressante et réussie. Attention spoiler. À la fin du film donc, Riddick se retrouve malgré lui à la tête des Necromongers. Que va-t-il choisir de faire désormais? Et la situation est d'autant plus intéressante que Riddick doit également faire face au deuil de Kira. D'abord Caroline, puis Imam, maintenant Kira, Riddick a perdu tous ceux qui le rattachaient encore à son humanité. Et il se trouve à la tête d'une armée surpuissante. Désormais sans attache morale, le personnage va-t-il devenir un dictateur craint dans toute la galaxie? C'est la question qu'on peut se poser à la fin du film. Dans la partie suivante, Riddick serait donc parti explorer l'Antéverse, la fameuse terre promise des Necromongers. Toei envisageait d'ailleurs un film classé R, l'Antéverse étant un univers particulièrement sordide. Quant au dernier opus, il aurait vu Riddick faire son retour sur la planète Furia dont il est originaire. Le personnage de She-Ra était censé revenir dans un rôle plus important, et je pense qu'un retour de Kira de l'Antéverse était envisagé. Mais face à l'échec spectaculaire des Chroniques de Riddick, il a fallu revoir les plans. Petite parenthèse avant la fin de cette vidéo, je suis très content de vous annoncer que la chaîne est désormais partenaire de l'Écran Fantastique, un magazine qui compte beaucoup pour moi. Ce qui signifie que les amoureux de cinéma fantastique que vous êtes avaient droit à une réduction de 10% sur le shop en ligne, où vous pourrez trouver tout un tas de bouquins sur cet univers qu'on aime tant, notamment une biographie sur ce cher James Cameron par exemple. Alors n'hésitez pas à vous faire plaisir avec mon code Cassard, et merci à l'Écran Fantastique pour le soutien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et m'acheter un superbe t-shirt John Michael Advertising sur la boutique en ligne. Quant à moi, je vous dis à bientôt. Salut!